la United States Air Force, et la Russian Air Force, Voyeno-Vozdouchny Sili, sont deux des plus puissantes au monde. Leur classement mondial seul les positionne automatiquement comme rivaux. Mais la vérité est que ces deux forces ne pourraient pas être plus éloignées, et plus différentes. En fait, la seule chose que l'United States Air Force et la Voyeno-Vozdouchny Sili partagent vraiment est le ciel lui-même. Maintenant, beaucoup pourraient supposer que la plus grande différence réside dans la taille et les ressources. Et certes, les États-Unis éclipsent la Russie dans les deux. Le budget de l'United States Air Force est stupéfiant, et sa flotte est inégalée. Mais la véritable différence entre ces forces est en réalité bien plus profonde. Cela définit comment ils combattent, se préparent et même pensent. Et c'est cette différence qui va vraiment vous époustoufler. Commençons par un peu d'histoire pour comprendre d'où viennent ces forces. La plus ancienne, l'armée de l'air russe, trouve ses racines en 1912 lorsqu'elle a été créée en tant que service aérien impérial russe. Après la révolution russe et la montée de l'Union soviétique, le service aérien est devenu les forces aériennes soviétiques. C'est à cette époque que la force aérienne a commencé à se concentrer sur des effectifs massifs et une puissance écrasante. Après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie a restructuré son armée de l'air en mettant l'accent sur la projection de puissance et la défense du territoire. Aujourd'hui, cette force est officiellement connue sous le nom de Voyeno-Vozdouchny Sili Rossi, d'où provient l'acronyme Voyeno-Vozdouchny Sili. En 2015, elle a intégré les forces aérospatiales russes, fusionnant l'armée de l'air avec les unités de défense spatiale et de missiles. L'armée de l'air américaine est officiellement née en 1947, bien que ses origines remontent à 1907 lorsqu'elle a été formée pour la première fois au sein du corps des signaux de l'armée. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont reconnu la nécessité d'une force aérienne indépendante pour correspondre à l'importance mondiale de l'aviation. L'United States Air Force se concentre actuellement sur la suprématie aérienne, le renseignement, la mobilité et les frappes mondiales pour assurer la sécurité des États-Unis. L'armée domine partout dans le monde. Sous le département de l'Air Force, elle est hautement organisée et utilise une technologie de pointe et une doctrine stratégique. L'United States Air Force exploite également la flotte la plus grande et la plus avancée du monde, soutenue par le plus gros budget militaire du monde. Bien que ce ne soit pas ce qui la rend principalement plus puissante que l'armée de l'air russe, nous ne pouvons nier que la taille et les ressources jouent un rôle énorme. C'est la première différence entre ces deux forces aériennes que nous allons examiner. Pour cette comparaison, nous utiliserons les chiffres de 2024. Cependant, vous verrez bientôt que la véritable différence ne réside pas dans les chiffres. Ce n'est même pas une question de qui a le plus de jets. Cela dépend du type de jet et de leur utilisation. Commençons par l'inventaire actif total pour les deux pays. Selon le répertoire mondial des avions militaires modernes, les États-Unis, l'armée de l'air a exploité un total de 5189 avions. Quant à l'armée de l'air russe, le nombre total est de 3652. Ces chiffres peuvent varier selon les sources, mais restent généralement cohérents dans la plupart des rapports. Ces chiffres englobent diverses missions, de l'attaque au soutien logistique, en incluant les opérations spéciales et l'appui général. Ce n'est que lorsque vous commencez à examiner ces types d'avions en détail que les véritables différences commencent à émerger. La différence dans le budget de ces forces devient également abondamment claire. Le budget de l'United States Air Force pour l'année fiscale 2024 était d'environ 185 milliards de dollars. Ce chiffre inclut les budgets d'exploitation, de maintenance, du personnel militaire, de recherche, développement, tests et évaluation. Ce montant dépasse aussi le budget militaire total de la Russie pour 2024, qui était d'environ 103 milliards de dollars. C'est vrai, l'United States Air Force seul fonctionne avec un budget presque 2 fois supérieur à celui de l'ensemble de l'armée russe. Examinons comment cette disparité se reflète dans leur flotte et leur capacité opérationnelle. Une analyse plus détaillée des différents types d'avions serait très instructive. D'abord, les avions de chasse. L'US Air Force a un avantage notable dans ce domaine, avec une flotte de chasseurs plus importante et une technologie de pointe. En 2024, les États-Unis se vantaient de 1442 avions de chasse, qui comprenaient certains des jets les plus avancés et coûteux au monde. Le plus notable est le F-35 Lightning, un avion de chasse multirôle de 5e génération qui coûte environ 109 millions par unité. Premier volé en 2006, ce jet est capable de mener des combats aériens et des combats au sol avec des capacités de furtivité qui le rendent presque invisible aux radars ennemis. En comparaison, la Russie a exploité 1188 avions de chasse en 2024. Cependant, ce nombre n'incluait que 22 Sukhoi Su-57 opérationnels, qui est la réponse de la Russie. Au F-35. Le Su-57
est le premier avion en service militaire russe développé avec la technologie furtive, ce qui révèle une autre différence importante entre l'United States Air Force et le Voyeno-Vozdushny Sili. La Russie n'a pas encore vraiment maîtrisé l'art de la furtivité. Malgré la conception du Su-57 pour rivaliser avec le F-35 américain, les experts affirment que sa furtivité est loin d'atteindre les standards des modèles US. La section radar du Su-57, qui détermine sa détectabilité, reste un point faible majeur. Si faible que de nombreux analystes pensent que le Su-57 pourrait ne même pas être un véritable chasseur furtif. Pour atteindre une véritable furtivité, il faut plus qu'une simple étiquette de furtivité sur l'avion. Et souvenez-vous, la technologie furtive a révolutionné à elle seule le combat aérien. La furtivité radar des avions est révolutionnaire, leur permettant de s'infiltrer aisément dans les défenses ennemies. L'incapacité de la Russie à tirer pleinement parti de cette technologie révolutionnaire nous dit une chose. Le pays manque d'infrastructures et de ressources pour vraiment rivaliser au même niveau. La Russie tente en vain de développer des avions égalant les capacités américaines, au-delà de la furtivité. La plupart des chasseurs russes sont au moins un pas derrière ceux des Américains. Outre le F-35, la flotte de chasseurs de l'United States Air Force comprend le F-22 Raptor, le F-16 Fighting Falcon et le F-15 Eagle, tous dotés de capacités modernes de supériorité aérienne et de frappe. Mais cette flotte n'est pas seulement destinée au combat aérien. Elle est conçue pour des opérations multidomaines qui incluent la collecte de renseignements. Les États-Unis ont aussi un avantage dans les systèmes intégrés, avec ces chasseurs fonctionnant en harmonie avec d'autres plateformes comme les bombardiers et les avions de surveillance. Attention, la Russie a également des chasseurs très compétents. Prenez par exemple le Su-27 et le Su-35. Ce sont des avions puissants connus pour leur agilité, leur vitesse et leur solide capacité de combat aérien. Ces traits leur permettent d'exceller au combat traditionnel, mais ils manquent d'adaptabilité et de portée comparés aux avions américains modernes. Bien que les chasseurs russes puissent défier leurs homologues américains dans des scénarios ultra spécifiques, ils ne rivalisent pas dans les environnements opérationnels plus larges et dynamiques où l'United States Air Force excelle. Des disparités similaires peuvent être observées dans les flottes de bombardiers des deux pays. Les États-Unis et la Russie possèdent des flottes de bombardiers redoutables, mais avec des différences frappantes dans la philosophie de conception et les capacités de leurs avions. Contrairement à la flotte de bombardiers américaine moderne et hautement spécialisée, la flotte russe est un mélange de vieux modèles améliorés, privilégiant la quantité à la sophistication technologique. Bombardiers. En 2024, les États-Unis exploitaient 152 bombardiers, comparativement à 125 pour la Russie. La différence en termes de chiffres n'est pas énorme. Cependant, la flotte américaine comprend des avions avancés comme le B-52H Stratofortress, le B-1B Lancer et le B-2 Spirit. Le B-52, introduit dans les années 50, est toujours en service. Le service restera probablement actif pendant des décennies, illustrant son adaptabilité et l'efficacité de sa conception. Le B-1B Lancer, entré en service dans les années 80, est un avion polyvalent capable de missions conventionnelles, précédemment même nucléaires, mais il a été converti en un rôle uniquement conventionnel, sous le traité Strategic Arms Reduction Treaty, avec la Russie. Alors que le B-2 Spirit opérationnel dans les années 90 offre des capacités de frappe furtive et à longue portée, le prochain B-20 et un Raider, destiné à remplacer de nombreux B-2 et B-1, promet d'inaugurer une nouvelle ère de bombardiers avancés et furtifs. La Russie, quant à elle, utilise encore des bombardiers plus anciens tels que les Tupolev Tu-95, Tu-160 et Tu-22000. Bien que ces bombardiers aient été modernisés au fil des ans, leurs origines remontent à des décennies. Le Tu-95, introduit en 1956, est un bombardier stratégique à turbopropulseur modernisé au fil du temps. Cependant, son âge et ses limitations de conception le rendent moins performant que ses homologues américains. Le Tu-160, surnommé Cygne Blanc, est un bombardier supersonique russe en service depuis 1987, considéré comme l'un des plus puissants du pays. Malgré ses capacités impressionnantes, le Tu-160 ne peut pas rivaliser avec le B-2, conçu pour des missions furtives et de pénétration profonde. Le Tu-22003 est un bombardier supersonique utilisé principalement pour des frappes tactiques. Cependant, sa portée opérationnelle d'environ 4350 miles et sa capacité de charge utile de près de 24 087,5 kg sont inférieures à celles des bombardiers américains. L'écart de coût entre les bombardiers russes et américains est également saisissant. 1000 M en considérant le coût des bombardiers nucléaires, Tu-1000 60 000 modernisés, la différence reste stupéfiante.
Les estimations pour le prix de ce dernier varient entre 163 millions et 300 millions par unité. Pendant ce temps, un seul B2 coûte bien plus de 2 milliards de dollars. Cette différence illustre la technologie avancée, les capacités furtives et l'investissement à long terme des programmes de bombardiers américains. Les mêmes tendances, observées dans les avions de chasse et les bombardiers, s'appliquent quant aux autres catégories d'aéronefs dans les flottes des deux nations. La conclusion est toujours la même. Les United States Air Force en a plus et ils sont bien meilleurs. Plutôt que d'entrer dans les détails complexes de chaque type et de répéter la même conclusion, faisons un aperçu rapide de la comparaison de ces catégories à travers les États-Unis. La force aérienne américaine et russe joue un rôle de soutien aérien, rapproché, close air support, en fournissant des frappes de précision pour appuyer les opérations terrestres. Détiennent un avantage notable avec 314 avions comparés aux 194 de la Russie. La flotte américaine inclut le célèbre ADIC-C Thunderbolt II, redoutable en combat rapproché. Les États-Unis emploient aussi des avions spécialisés tels que l'AC-130 pour fournir la puissance de feu et le soutien au combat, tandis que la Russie ne possède que 194 Su-25. Bien que le Su-25 soit efficace dans son rôle, il n'est pas équivalent à l'AC-130. Pour les avions de transport, l'écart se creuse davantage. Les États-Unis ont 684 avions de transport, comparés aux 387 de la Russie. Mais comme toujours, ce n'est pas qu'une question de chiffres. La flotte américaine donne un tout nouveau sens au mot transport. Elle est vraiment conçue pour une portée mondiale, avec des avions comme le C-17 Globemaster III, le C-130 Hercule et l'énorme C-5 Galaxy. Ces oiseaux peuvent transporter des troupes et de la machinerie lourde sur de grandes distances. En contraste, la flotte de transport de la Russie est pleine de modèles plus anciens, comme le Il-76, ce qui limite sévèrement sa flexibilité opérationnelle. En d'autres termes, la Russie ne peut pas suivre sur la scène mondiale. Puis il y a les pétroliers. L'US Air Force exploite 522 avions citernes, tandis que la Russie n'en a que 19. Ce n'est pas juste une petite différence, c'est un facteur décisif. Les États-Unis projettent leur puissance à l'échelle mondiale grâce à leur impressionnante flotte de ravitailleurs KC-135 et KC-46, étendant ainsi la portée de leurs forces aériennes. La Russie ne peut rivaliser avec cette capacité. Et un avion de mission spéciale ? Les États-Unis dominent également ce domaine, avec 237 avions, dans des rôles tels que la reconnaissance, la guerre électronique et les postes de commandement aérien. La Russie, avec seulement 75, est surclassée dans chaque catégorie. Le nombre, la variété, la capacité. De plus, les plateformes américaines s'unissent pour offrir des capacités mondiales de renseignement et de frappe. En Russie, chaque avion semble avoir sa propre stratégie. En termes d'avions d'entraînement, les États-Unis ont 1531, tandis que la Russie exploite 485. Cette disparité souligne une autre différence importante entre l'United States Air Force et le Voyeno-Vozdouchny Sili. Les États-Unis ont beaucoup plus de personnel de l'armée de l'air. Les estimations de 2024 évaluent le nombre à près de 320 000 soldats en service actif, tandis que leurs homologues russes n'atteignent même pas 200 000. Les États-Unis ont besoin de plus de plateformes de formation capables de gérer l'énorme personnel en service actif. Et il l'a obtenu à partir de formateurs de base comme le T-6 Texan II, jusqu'à des avions avancés comme le T-38 Talon. Mais les États-Unis ont aussi de meilleures plateformes de formation pour le personnel de l'Air Force. Il a une meilleure formation, un point c'est tout. La Russie accorde plus d'importance aux messages politiques qu'à se préparer aux réalités de la guerre moderne. C'est pourquoi des événements militaires comme Zapad, Vostok, Sentir et Kavkaz ne sont conçus que pour être massifs à l'échelle et impressionnants sur papier. Tandis que le Kremlin organise des défilés militaires et des démonstrations de puissance, ces pilotes ne cumulent qu'environ 100 à 120 heures de vol annuellement. Les pilotes de chasse russes ont un niveau d'expérience parmi les plus bas. Pour comparaison, les pilotes de l'US Air Force totalisent en moyenne environ 147 heures par an sur des avions armés, bien qu'ils visent au moins 180 heures pour répondre aux normes de l'OTAN. Certains pilotes ayant historiquement enregistré jusqu'à 240 heures dans des conditions plus optimales, plus du temps supplémentaire dans des simulateurs de haute fidélité. Et ces heures supplémentaires ne sont pas seulement des chiffres sur papier. Elles impliquent en moins davantage de pratiques, de meilleurs réflexes et une connaissance approfondie des tactiques avancées. Elles permettent aux pilotes américains de s'entraîner à des missions multirôles et scénarios complexes, inimaginables pour leurs homologues russes en combat réel. C'est une chose de mettre en place une machine capable. C'est une autre chose entièrement de la déployer avec succès dans un espace aérien contesté. C'est pourquoi peu importe combien de modèles d'avions modernisés la Russie apporte à sa flotte.
Tant que ces pilotes ont une formation incohérente et insuffisante, ces machines ne pourront pas atteindre leur plein potentiel. L'expérience de combat est similaire. L'armée de l'air américaine a passé plus d'un siècle à perfectionner son art dans certains des conflits les plus difficiles au monde. De la Première Guerre mondiale à la guerre froide, du Vietnam au Golfe, en passant par l'Irak et l'Afghanistan, les aviateurs américains ont été confrontés à quasiment tous les scénarios possibles. C'est lors de la Seconde Guerre mondiale que l'United States Air Force, ou plutôt son prédécesseur, est véritablement devenue la force aérienne la plus puissante du monde, employant jusqu'à 2 400 000 personnes et 80 000 avions. Ces engagements ne sont pas que des déploiements occasionnels. Ils représentent des années d'opérations soutenues, souvent en coalition avec les forces alliées. Ces missions ont démontré la capacité de l'United States Air Force à s'adapter à des menaces en évolution, à coordonner avec des partenaires multinationaux et à exécuter des missions sous une pression intense. Pour l'armée de l'air russe, l'histoire est différente. Son expérience opérationnelle se limite principalement à des conflits régionaux, comme en Syrie et en Libye, où son soutien fut limité. Ces missions ont permis à la Russie de montrer certaines capacités aériennes, mais elles sont limitées comparées à l'ampleur et l'intensité de celles des États-Unis. Opération. Le Voyeno-Vozduchny Sili se concentre principalement sur les territoires proches et les anciens États soviétiques dans sa sphère d'influence. C'est là que réside la principale différence avec les États-Unis. Force aérienne et la force aérienne russe résident. Les types et le nombre d'avions, la formation et les déploiements racontent tous la même histoire. Les États-Unis voient la puissance aérienne comme un outil de domination mondiale, étendant leur portée à chaque coin du monde. L'United States Air Force est conçue non seulement pour protéger le territoire américain, mais aussi pour projeter sa puissance à travers le monde. Cette ambition découle de la doctrine de la supériorité aérienne, où le contrôle du ciel est crucial pour la victoire militaire. Le but n'est pas de gagner la bataille, mais de façonner l'environnement stratégique bien avant que le conflit ne commence. La Russie, en revanche, ne regarde qu'à l'intérieur. La doctrine du pays se concentre sur la défense régionale, la protection des frontières et des zones d'influence clés. Le Voyeno-Vozduchny Sili agit tel un bouclier, pas une épée. Contrairement à l'United States Air Force qui cherche à dominer l'espace aérien lointain, la Russie vise à refuser l'accès des ennemis à son territoire. À ce titre, il s'appuie fortement sur les stratégies de déni d'accès et de zone, A2AD, tissant une toile de défense aérienne qui rendent l'intrusion coûteuse et dangereuse. Prenons les systèmes S-400 et S-500 comme exemple. Ce sont les technologies de base de l'approche russe. Ces systèmes sont conçus non pas pour des offensives générales, mais pour ériger une forteresse imprenable. Le S-500, à lui seul, est supposément capable de défendre contre jusqu'à 10 missiles balistiques hypersoniques, entrant à des altitudes aussi élevées que 120 miles. La doctrine militaire russe appuie cette mentalité défensive. Les avions et les systèmes d'armes dans le Voyeno-Vozduchny Sili sont structurés pour s'intégrer étroitement avec les forces terrestres, servant d'artillerie aérienne plutôt que d'opérateurs indépendants. Même les bombardiers stratégiques russes ont un rôle secondaire, renforçant surtout la dissuasion nucléaire plutôt que de mener de vastes campagnes aériennes. L'United States Air Force mise plutôt sur la flexibilité et la projection de puissance, comme le montre sa flotte. La doctrine américaine repose sur des opérations agiles, combinant chasseurs, bombardiers et avions de soutien pour démanteler les défenses ennemies et imposer la domination. Cela fait des F-22 et des F-35, bien plus que des jets de pointe. Ce sont des symboles d'une stratégie qui privilégie le contrôle de l'air, quel que soit le théâtre de la guerre. Que ce soit au Moyen-Orient, au Pacifique ou en Europe de l'Est, l'United States Air Force opère dans le même but, créer un espace aérien où ses forces peuvent manœuvrer librement et imposer leurs conditions. La formation reflète aussi ces buts. Les pilotes américains participent à des exercices intensifs simulant des opérations internationales, souvent dans des contextes complexes avec des forces multinationales. Les exercices de drapeau rouge simulent des scénarios à haut risque nécessitant une coordination essentielle entre les unités aériennes, terrestres et navales. Les exercices russes, à grande échelle, déjà mentionnés, se concentrent principalement sur la défense des frontières du pays et la gestion des conflits régionaux. Cette emphase est surtout visible en Ukraine. Quand la Russie a envahi en 2022, son armée de l'air a d'abord frappé durement, visant les aérodromes et défenses aériennes. Cela semblait être une campagne de contraire coordonnée. Toutefois, cette campagne n'a pas perduré. Malgré un adversaire sans force aérienne moderne, le Voyeno-Vozduchny Sili n'a pas réussi à établir la supériorité aérienne. Les chasseurs et bombardiers russes sont rapidement retombés dans des rôles de soutien aux forces terrestres, incapables de supprimer les défenses aériennes ukrainiennes. L'United States Air Force aurait abordé cette campagne différemment. Sa doctrine exigerait une attaque aérienne en plusieurs phases, incluant la suppression des défenses ennemies, le bombardement stratégique et l'intelligence, surveillance et reconnaissance, intelligence, surveillance et reconnaissance. Des munitions de précision,
Des avions furtifs et la guerre électronique seraient déployés pour aveugler, désorienter et submerger l'ennemi. En d'autres termes, le contrôle de l'espace aérien serait établi en premier. Passons maintenant aux opérations au sol. L'Ukraine révèle au monde entier le coût de la doctrine défaillante de la Russie. Les lourdes pertes de la Russie en Ukraine soulignent la nature rigide et dépassée de sa planification opérationnelle. Les avions et hélicoptères du pays sont utilisés comme des outils rudimentaires, les rendant vulnérables aux menaces modernes telles que les manpads et les drones. C'est probablement pourquoi la Russie a perdu environ 369 avions et 329 hélicoptères en Ukraine en moins de 3 ans. La Voyeno-Vozduchny Sili, ancrée dans l'ère soviétique et ses concepts, manque d'autonomie pour innover et mener des campagnes indépendantes. Une tendance similaire est observée dans l'organisation de l'armée de l'air russe. La Voyeno-Vozduchny Sili est entièrement subordonnée à son armée centrée sur l'armée. De ce fait, il manque de souplesse au combat. En revanche, l'United States Air Force opère avec beaucoup plus d'autonomie, lui permettant de prendre l'initiative et d'ajuster les tactiques à la volée. L'US Air Force ne suit pas seulement l'armée, elle dirige le récit de la bataille. L'armée de l'air russe n'est qu'un personnage secondaire, souvent incapable de prendre des décisions autonomes et de mener ses propres campagnes. Voilà pourquoi les frappes aériennes russes manquent souvent de cohésion pour obtenir des résultats décisifs. Mais la doctrine va au-delà de la simple utilisation des forces. C'est aussi sur leurs objectifs. Pour l'United States Air Force, la puissance aérienne est un outil stratégique qui façonne la géopolitique mondiale. C'est un moyen de dissuader les adversaires, rassurer les alliés et faire respecter les normes internationales. La présence d'avions militaires américains dans les régions contestées envoie un message clair. Les États-Unis sont prêts à agir. La Russie se concentre à nouveau sur la dissuasion plus près de chez elle. Sa puissance aérienne renforce son statut d'acteur régional, capable de défendre son territoire et d'intimider ses voisins. L'accent mis sur les bombardiers nucléaires et les défenses aériennes intégrées soutient cet objectif. Ces éléments signalent une force sans nécessairement la projeter bien au-delà des frontières russes. Les États-Unis et la Russie dépendent grandement de leurs forces aériennes. Cependant, leurs approches et objectifs finaux diffèrent grandement. Comprendre la différence fondamentale entre l'United States Air Force et le Voyeno-Vozduchny Sili permet de mieux saisir toutes les autres divergences. Vous comprenez pourquoi l'armée de l'air russe est à la traîne en termes d'avancées technologiques, d'efficacité opérationnelle et de préparation au combat en général, pourquoi seule une fraction de sa flotte est en état de voler à tout moment, et pourquoi cette branche connaît constamment des retards, des sous-performances, de mauvaises pratiques de maintenance et un manque de contrôle de routine. La Russie ne considère pas l'armée de l'air comme une branche autonome, ayant ses propres objectifs stratégiques. Elle est là pour soutenir l'armée et rester près de chez elle, ni plus ni moins. Cette mentalité a empêché le Voyeno-Vozduchny Sili de développer une doctrine de combat aérien, adaptée aux champs de bataille modernes. Elle a aussi principalement limité les pilotes russes, avec des contrôles stricts depuis le sol. Parallèlement, l'United States Air Force a bâti ses capacités autour de la supériorité aérienne, des frappes de précision et de la portée mondiale, misant sur les avancées technologiques comme la furtivité, les radars avancés et l'armement de pointe. C'est pourquoi ces pilotes hautement qualifiés peuvent dépasser et surpasser leurs homologues russes dans chaque scénario. Maintenant, permettez-nous de vous poser une question. La grande différence entre les forces aériennes américaines et russes vous a-t-elle surpris ? Ou avez-vous toujours su qu'il y avait plus à l'histoire que de simples chiffres et matériels ? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Comparez maintenant les soldats américains et russes, ou regardez plutôt cette autre vidéo.